rochers qui ont pu dévaler au fond, et il y a une accumulation de poussière au fond de ce cratère. Et puis on voit quelque chose qui est assez connu sur Phobos, et aussi peut-être un peu Deimos, c'est ces espèces de linéations qui sont assez mystérieuses, qui sont probablement liées à des effets de tectonique interne, peut-être des effets de modification de champ de gravité au moment de certains survols. Enfin bon, c'est quelque chose sur lequel je ne m'étendrai pas. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ces lignes-là sont assez mystérieuses. On retrouve à peu près les mêmes sur Phobos, avec des densités de cratères assez importantes, donc une surface assez ancienne. Voilà, ça c'est la dernière image pour Lutetia. Donc ça c'est celle-là où on a mis Lutetia avec Saturne pour la photo. Bon, ça c'est un peu un résumé de tout ce que je viens de vous dire. On va peut-être l'accélérer un peu parce qu'il fait 5 minutes. C'est un peu un outil de travail, ce que je vous montre là. Ça a été fait par les gens de Toulouse au CNES, puisque vous allez voir qu'au moment des survols, on a une géométrie extrêmement précise du survol de la Terre, par exemple de 2005, où on voit exactement où on est passé par rapport au continent, etc. Et l'attitude du spacecraft est lui-même conforme à la réalité de ce qui s'est passé pendant le survol. On a des... Voilà. On aura fait finalement, je crois, 4 tours autour du Soleil. Voilà le survol de Mars. Alors, dans les survols planétaires, on parle d'assistance gravitationnelle. Là, vous avez le champ de gravité, le champ de magnétique, qui est représenté avec l'onde de choc et le champ crustal qui apparaît en bleu et rouge, tel que MGS l'a mesuré. Et vous avez la trace au sol de Mars pendant le survol. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement précis. Ce que je voulais dire, c'est que ces survols, on appelle ça assistance gravitationnelle, et généralement, mais pas toujours, notamment sur Mars, généralement, c'est fait pour acquérir de la vitesse. C'est-à-dire, c'est fait pour aller... on voit d'ailleurs que l'orbite s'allonge à chaque fois, donc on a effectivement acquis de la vitesse. Mais dans le cas du survol de Mars, ça m'a été dit un jour, en fait, le survol n'est pas fait pour acquérir de la vitesse, il est fait pour aller chercher la Terre. Bon, donc, il faut se mettre dans les configurations les plus favorables pour arriver à faire ces survols. Et là, on a utilisé Mars essentiellement pour retrouver la Terre lors de ce survol de 2007. Bon, là, on a survolé près des pôles. Et puis, et ensuite, on survole les astéroïdes, mais on va peut-être pas recommencer l'histoire. Alors maintenant, j'en viens à la comète. Et la comète, au départ, la première comète de Rosetta, c'était, et celle-là est vraiment imprononçable, c'était Wachmann 3, pour ceux qui s'en souviennent. Et malheureusement, je vous ai dit que Rosetta, ça a démarré au milieu des années 90, mais en 95, voilà ce qui s'est passé. Cette comète, comme ça peut arriver, et ça arrive un peu plus souvent qu'on ne croit, elle s'est brisée, un peu comme Schumacher-Leni V9, pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a un an auparavant, c'était en 94. Elle se brise par effet de marée. Au moment d'un survol d'un corps, alors souvent c'est Jupiter qui est le grand perturbateur du système solaire. Le Soleil peut les briser aussi, bien sûr, au moment où elle passe près du Soleil. Et là, la comète s'étant brisée, il fallait impérativement... et voilà ce que ça donne quand une comète se brise. Ça ressemble à Schumacher-Levy 9, mais non, c'est Schwarzmann-Wachmann 3, voilà, je l'ai bien prononcé, observé par Switzer. Et là, vous avez un effet de marée caractéristique, qui est vraiment un effet très important dans le système solaire. Les résonances et les effets de marée dans l'évolution du système solaire, c'est vraiment majeur. Ça vous sculpte le système solaire, ça vous sculpte les lunes autour des planètes, notamment les planètes géantes. Et là, l'effet de marée vous aligne toute votre petite comète sur une ligne. Donc on est devant un effet de marée tout à fait caractéristique. Donc il a fallu changer de comète. On passe à Virtanen, et ensuite, j'ai raconté l'histoire, on passe à Churyumov. Et voilà monsieur Churyumov à gauche et madame Gerasimenko à droite. C'est 2 Ukrainiens. Bon, en ce moment, il se passe d'autres choses en Ukraine, malheureusement. Et qui ont découvert cette planète en 1969. Alors, elle a plusieurs particularités, et ça faisait partie des critères pour Rosetta. Faible inclinaison sur l'écliptique, il n'est pas question de se retrouver avec une comète rétrograde comme elle est. On n'est pas capable de faire un rendez-vous avec une comète.
où la vitesse relative est de 70-80 km par seconde. C'est totalement impossible. Donc il fallait qu'on soit dans le plan de l'écliptique, on a une inclinaison de 7 degrés, c'est peu, une période faible, c'est une comète de la famille de Jupiter. Bon, comme je l'ai dit, Jupiter c'est le grand perturbateur du système solaire, et donc beaucoup de comètes, on leur a fait lit au niveau de Jupiter parce que c'est Jupiter qui les a perturbées, bien sûr. Donc on a une période qui fait 6,5 ans à peu près, ça c'est assez classique. Mais vous voyez que le périhélie n'est pas tellement près du Soleil. Il est entre la Terre et Mars. Donc il est à 1,24 unités astronomiques. On ne va pas être très très près du Soleil, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même avoir une comète active. Bon, ça c'est pour rappeler, au moment où on a choisi la comète, là on est en 2003, on est pile poil au moment où on cherche, on sait que le lancement est reporté, et donc c'est, je crois, Philippe Lamy qui a fait des observations à l'ESO pour essayer de... Alors il faut caractériser la comète, il faut qu'elle soit, j'ai parlé des orbites, il faut qu'elle soit active, pas trop active, un ratio gaz-poussière qui soit pas extrême. On veut un peu de gaz, bien sûr, on veut de la poussière, bien sûr, mais on ne veut pas non plus être complètement dans un smog pékinois, parce que c'est vraiment ce qui va se passer. On va se retrouver dans un smog, c'est-à-dire que on va se retrouver avec des images floues quand il y aura énormément de poussière autour de la comète, si la comète est très active près du périhélie. Et donc on ne veut pas qu'il y ait non plus trop de poussière, parce que Rosetta pourrait ne pas survivre. Les optiques n'aiment pas. La période de rotation de la comète était un paramètre important. Donc ça, c'était les premières mesures de 2003 qui donnaient une douzaine d'heures déjà. Et aujourd'hui, on sait que c'est 12 heures et 20 minutes. C'est confirmé. Et donc les mesures de 2003 sont tout à fait... Alors comment on fait? On fait par exemple ce genre de choses. On regarde un petit peu comment l'éclat d'un noyau cométaire varie. Et ça permet de... Là, vous avez des jets qui tournent en spirale sur le noyau d'une comète. Ça permet de mesurer la période. Alors, ça, sur cette image, c'est pour illustrer le fait que les comètes ne sont pas du tout prédictibles. Les comètes ont des bouffées de chaleur, si je puis dire. Enfin, ce n'est pas des bouffées de chaleur, mais si, on peut parler de bouffées de chaleur. C'est-à-dire tout d'un coup, elles ont une espèce d'explosion. Là, on voit une onde de choc. Et d'ailleurs, vous allez voir que Churyumov a eu un sursaut d'activité, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça c'est typique d'un sursaut d'activité sur une comète. Et donc c'est l'un des objectifs numéro 1 de Rosetta, c'est étudier l'émergence de l'activité, et ensuite on ira jusqu'à la disparition de son activité, jusqu'à ce que mort s'en suive, au-delà du périhélie. Mais c'est vraiment ça qu'on veut étudier, parce que en général, ça se passe tellement loin du Soleil qu'on n'est pas capable, on ne voit pas la comète. Si c'est une comète qui vient du nuage de Oort, on ne l'a même pas vue parce qu'elle est encore trop faible, on ne la connaît pas. Et les comètes pas assez intenses, on n'a pas assez de signal. Donc on a regardé le noyau, et voilà ce qu'était le noyau tel que des équipes. Je crois que Philippe Lamy est encore impliqué dans cette affaire-là. Oui, c'est Lamy et Tal en bas à droite. Donc voilà le modèle du noyau de la comète tel qu'il était prédit à l'époque. Et alors c'est évidemment faux, mais c'est la seule chose qu'on avait à se mettre dedans. Les dimensions ne sont pas très fausses, entre 4-5 km. Et ça, c'est parfaitement exact, mais on ne retrouve pas cette forme que vous allez voir tout à l'heure. Bon, et là-dessus, on fait des modèles 3D, et voilà à peu près le modèle sur lequel on a travaillé pendant quelques temps, et aussi pour simplement montrer ce que pouvait être une comète. Alors, le problème de la surface de la comète, je vais vous montrer beaucoup d'images où on voit les surfaces. À chaque fois, j'étais très très mécontent de ce que les graphistes ont fait, parce que moi j'estime que ces surfaces de comètes n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Même si je ne sais pas ce qu'est la réalité de la surface d'une comète, parce que personne n'a été sur une comète. Mais franchement, il y a des comètes, vous allez voir, certaines images qui sont un petit peu... Enfin, qui ont l'air absolument... Alors, oui, je fais ceci parce que je voulais vous montrer un petit peu ce qu'est le wake-up. Donc, on a eu une hibernation qui a duré 31 mois, et il a fallu réveiller. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, au moment du réveil? Il se passe que il y a une horloge à bord, et en fait, Rosetta se réveille toute seule avec son horloge, mais doit faire un certain nombre de choses, notamment, Rosetta a été stabilisée par spin, comme on dit, voilà, ça, on est en hibernation,
on a les panneaux vers le soleil et on tourne indéfiniment pendant 31 mois. Et au moment où le wake-up, l'horloge se déclenche, il y a toute une procédure, c'est écrit, donc on chauffe les Star Trackers, c'est-à-dire les senseurs stellaires, et on commence à modifier. Tout ça, c'était automatique. Et pourquoi d'ailleurs le signal qu'on a reçu est arrivé trop tard? Parce que la thermique, c'est jamais une science exacte. Or, il a fallu chauffer plusieurs fois les senseurs stellaires. C'est pour ça que le signal est arrivé à la limite finale de la fenêtre. Et ensuite, donc, il y a une modification de l'attitude du satellite pour faire en sorte que finalement, il pointe vers la Terre avec son antenne et il envoie son fameux signal, le fameux wake-up que tout le monde a attendu avec un peu d'angoisse, puisqu'on l'a attendu avec 45 minutes de retard. Voilà, donc on va peut-être pas aller au bout de ce film parce que l'essentiel est dit. Et je reviens ici. Ça, c'est pour ceux qui s'en souviennent. On a vécu l'événement en début de soirée. Voilà, c'est ce pic qui est arrivé avec 45 minutes de retard, mais ça a soulagé tout le monde, y compris notre ami de l'ESOC qui commençait à être un peu nerveux. Mais après, il s'est détendu. Bon, ça, vous n'arrivez pas à lire, mais c'est un document de travail qui est fait pour Philae, mais qui inclut donc toutes les phases un peu complexes que l'on a vécues à partir de juin, juillet et août, et qu'on continue à vivre en ce moment même. C'est cette fameuse phase d'arrivée à la comète qui est assez compliquée, et je voudrais quand même vous la montrer. Je vais refaire ma petite manip. Oups. Voilà. Donc, parce que c'est pas très très simple, et je crois que c'est assez intéressant de comprendre pourquoi on arrive comme ça à la comète. Voilà. Donc, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, mais il faut quand même expliquer à peu près ce qui se passe. Donc, on fait des triangles en spirale. Alors, d'une part, on se rapproche. Et en plus, pour la petite histoire, on ne freine pas à la comète. Contrairement à ce qui a été dit et écrit partout, on accélère. Ça, c'est un détail, mais bon, tout est relatif, vous allez me dire. Hein, tout dépend comment on met le... Mais pour faire le rendez-vous, il a fallu accélérer pour que la vitesse relative à la comète soit nulle à l'arrivée. Et donc, et on arrive côté soleil, bien sûr, parce que si vous arrivez côté nuit, vous ne la voyez pas. Donc, toute la trajectoire a été faite de telle manière que on avait le noyau éclairé, ce qui présente deux avantages. Un, c'est que le noyau est éclairé, et deux, c'est que la queue est de l'autre côté. Donc toute l'activité de la comète, elle est de l'autre côté, elle est antisolaire, ça se voit très bien sur l'image. Et donc, pourquoi on fait ces triangles? L'autre raison, c'est que sur chacun des triangles, on va étudier le plus finement possible la trajectoire, notamment avec l'instrument Radio Science et notamment avec les caméras de navigation. On fait de la navigation optique, c'est ce qu'il y a de plus précis, la fameuse NavCam. Et c'est en étudiant la prédiction de la position du noyau au bout d'un arc du triangle par rapport à la réalité qu'on peut, par un calcul savant, en déduire la masse de la comète. Ces triangles sont faits pour déterminer la masse de la comète. C'est la masse de la comète qui défléchit la trajectoire. Donc les triangles ne sont pas des droites, mais sont légèrement incurvés. Et c'est ça qui a permis, et qui va permettre encore maintenant, de déterminer la masse de la comète. Bon, ça recommence. Alors, après, on va arriver, je ne sais pas si on y est maintenant, non, on n'y est pas encore. On va arriver très prochainement, avant la fin du mois, sur l'orbite 30 km. Et l'orbite 30 km, c'est le seuil en deçà duquel la gravité de la comète nous permet d'être gravitationnellement liés. Parce que là, vous voyez bien, nous ne sommes pas gravitationnellement liés. À chaque bout du triangle, on envoie, on active les propulseurs et on envoie 1 mètre par seconde. C'est pas grand-chose, hein. On est dans des vitesses extrêmement faibles. Et on donne une impulsion d'1 mètre par seconde sur l'orbiteur pour faire le côté du triangle suivant. Et à 30 km, c'est ce qui est en train de se passer sur l'image, on se situe, on pense qu'on va être gravitationnellement lié. Il y a une inconnue là-dessus. Je vous ai dit que la densité a l'air de se confirmer, donc on est dans les barres d'erreur. La densité aurait été trop faible, on n'aurait probablement pas été gravitationnellement lié. Et alors après, il y a toute une stratégie pour se mettre sur des orbites qui vont être de plus en plus proches.
mais aussi pour observer la comète, soit depuis le limbe, soit depuis le terminateur, par en haut, par en bas, d'où des modifications d'inclinaison. Combien la masse? 10 milliards de tonnes. Combien? 10 milliards de tonnes. 10 milliards de tonnes. Ce qui donne une densité de 0,4, ce qui était la valeur moyenne qu'on prenait pour les calculs. Donc on est dans un schéma qui est tout à fait nominal pour l'instant. Et on prenait cette densité parce que les anciennes comètes avaient à peu près ce genre de densité. Mais on pouvait se retrouver. Bon, ça c'est un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors ça, c'était de l'humour, mais c'est vrai que les gens de l'ESOC nous disaient, bah, vous voyez, les orbites, c'est pas les orbites, c'est des pyramides, on fait des trucs comme ça, on fait des survols. Mais vous les avez vus, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Rosetta, c'est un gros engin de 3 tonnes, je l'ai déjà dit, bardé de 11 instruments. Ça vaut la peine d'en parler parce que on va vivre... Il ne faut pas oublier que Philae, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est Rosetta. Hein, n'oublions pas ça. Parce que je ne peux pas vous garantir à 100% qu'on va se poser sur la comète. Et comme on ne sait pas très bien, moi je nous donne une chance sur 2. Ça veut dire qu'on ne sait pas, mais qu'il y a beaucoup de risques. Et donc, même si Philae échoue, on va avoir Rosetta. Et il y a énormément de redondance entre Rosetta et Philae. Il y a des spectromètres de masse qui vont collecter les grains, qui vont faire presque la même chose que ce que COSAC, spectromètre de masse, va faire avec l'analyse du matériel prélevé avec le forage et donc sur Philae. Donc COSIMA collecte les grains sur une cible très petite, à peu près quelques centimètres carrés, collecte des grains à des vitesses extrêmement faibles. Dans le cas de Vega et Giotto, la collecte ionisait le grain automatiquement. Vous aviez un champ électrique, c'est-à-dire un temps de vol, c'est-à-dire un spectromètre de masse, et derrière, vous aviez automatiquement la masse des ions par une spectrométrie de masse par temps de vol. J'espère que je me fais comprendre. Là, évidemment, le grain va se poser délicatement sur la cible, et COSIMA a un travail pas très simple. D'ailleurs, l'IAS à Orsay, et j'y étais à l'époque, a un travail de scan. On doit scanner cette cible pour trouver le grain. Les grains sont tellement petits qu'il faut le repérer et en X et en Y sur la cible. Et quand on a repéré un bon grain, je veux dire bien gros, eh bien, on va tirer au canon à ion. On a un canon à ion et c'est le laboratoire d'Orléans, le LPC2E d'Orléans, qui a fabriqué le PIBS, donc ce canon à ion. C'est une source à pointe liquide. On espère il paraît qu'elle n'est pas oxydée. Donc la bonne nouvelle, c'est que COSIMA marche. C'était une inquiétude qu'on avait depuis 20 ans. Et pareil, donc on tire sur le grain et on va ioniser le matériau du grain. Et ensuite, on a un temps de vol et on va analyser la composition et la masse de ces grains. Et c'est là où on espère aussi avoir la composition du carbone cométaire à travers cette expérience. Le pendant de COSIMA qui s'intéresse à la matière solide, c'est Rosina. Et Rosina, c'est pareil, sauf que c'est pour le gaz. Et Rosina, c'est des spectromètres de masse. On les voit ici. Il y a plusieurs. Il y a un DFMS et un RTOF. RTOF, ça veut dire Rosina Time of Flight, ça veut dire temps de vol. Et un temps de vol, c'est un spectromètre de masse. Donc il y a plusieurs spectromètres de masse qui sont à bord. Et Rosina fonctionne également très bien. Le RTOF est ici, le DFMS est ici. Les caméras Osiris, c'est ça, vous avez déjà vu les images. Donc la NAC est ici, la WAC est là. Virtis, qui est un petit peu l'équivalent de Omega sur Mars Express ou de VIMS sur Cassini. Donc c'est de la spectro-imagerie infrarouge. C'est encore une coopération franco-italienne. Beaucoup le LESIA, un peu l'IAS pour la France. Donc qui va nous donner la minéralogie de la surface cométaire. Ça, c'est un grand radiateur blanc pour refroidir le détecteur. Cette face, Philae est sur la face froide. Donc Philae est un peu au froid. Il n'est jamais au soleil. Et ça, c'est donc un radiateur. Qu'est-ce que nous avons d'autre Giada qui mesure, qui sont des nappes laser qui vont détecter les grains qui vont passer à travers. Ça va nous donner un comptage de grains, un par un, avec des vitesses, des trajectoires et voir la taille du grain. Vous avez deux nappes laser, des lasers qui scannent, et puis dès que le grain passe au milieu, un peu comme les alarmes, ça déclenche et on a des signaux. Concert, c'est les antennes que vous voyez ici. Donc ça, c'est le radar. J'y reviendrai tout à l'heure avec Philae. Alice, c'est le spectromètre UV, qui est américain. Il y a une expérience américaine. C'est Alan Stern, le même que Horizon, New Horizon.
Monsieur New Horizon, qui a fait ce spectromètre UV. Et on a quelques Français comme Jean Louberto à bord. RPC, ça veut dire Rosetta Plasma Consortium. Donc c'est toute une série d'instruments, je ne vais pas les détailler, mais c'est pour orienter sur les plasmas. Miro, c'est un instrument extrêmement intéressant. C'est un instrument à micro-ondes. C'est la première fois qu'on fait voler un instrument micro-ondes et c'est la première fois qu'on va avoir des résultats avec un instrument micro-ondes en planétologie. Et le LERMA à l'Observatoire de Meudon est un spécialiste des micro-ondes. Il était présent sur Planck et sur des missions comme ça. Et voilà, bon, je ne vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans la description. Je reviendrai sur Philae tout à l'heure. Alors, là, c'est la même image, simplement, j'ai rajouté des ronds bleus là où la France était impliquée. Puis à la fin, je me suis rendu compte que j'avais mis des ronds bleus partout. En fait, les Français sont impliqués partout. À des titres plus ou moins importants, Concert, c'est français. Cosima, je l'ai dit, c'est Orléans qui a fourni. Sur Rosina, c'est plutôt l'IRAP à Toulouse. Mais il y a des instruments. Alice, on a fait des petites choses. On a fourni un réseau quand même. Osiris, je l'ai dit, c'est le LAM à Marseille. Mais Giada, je l'ai mis en petit parce qu'il n'y a que des coails scientifiques. Midas, c'est Annie-Chantal de Vasserogour, qui est coail. Sur Rosina, je viens de le dire, c'est l'IRAP à Toulouse. Donc voilà. Donc en fait, les Français sont impliqués à peu près partout. Et j'en viens maintenant à ce que vous attendez depuis une heure maintenant. Churyumov-Gerasimenko. Vous voulez la voir? Ben voilà, je vais vous la montrer. Voilà les premières images de Churyumov-Gerasimenko. Et ça, cette image est assez amusante parce que c'est le fameux sursaut d'activité. C'est-à-dire qu'au début, c'est un point. Et puis tout d'un coup, on a un début de coma qui apparaît sur l'image. Et donc, il y a eu un sursaut. Alors, l'analyse scientifique détaillée, je ne l'ai pas. Et est-ce que depuis, ça s'est complètement calmé? Bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est très près de la comète. Et on sait qu'il y a des zones actives, vous allez voir. Donc, est-ce qu'on a vu le démarrage de l'activité de la comète? C'est pas impossible. Donc, en tous les cas, là, on se situe encore en juillet. Alors, un mot sur ce qu'on sait des noyaux cométaires. Bah, tout est là. 5, plus Churyumov, ça fait 6. La comète de Halley, ça, c'était 86, 70 mètres par résolution sur l'image. Donc, on ne voit pas grand-chose, on voit très bien les jets. Vous voyez cette brume un peu dont je parlais pour parler d'un smog pékinois. Là, on a vraiment une brume, c'était très poussiéreux, la comète de Halley. Borrelly, c'est Deep Space One qui a survolé. Will 2, c'était la collecte de grains, c'était Genesis. Temple One, c'était Deep Impact, c'est là où on a créé une activité artificielle. Et enfin, Hartley 2, alors celle-là, elle est très, très intéressante, Hartley 2, puisque Hartley 2 a révélé une chose qui a vraiment surpris tout le monde, c'est que non seulement il y a du gaz, il y a des grains, mais on a trouvé des blocs de neige carbonique gros comme des ballons de basketball. Et ça nous fait un peu peur. Pour Rosetta, parce que si cette comète Churyumov émet des blocs gros comme ça, Rosetta est en danger. Et si c'est le cas, l'ESOC refusera de se rapprocher, j'y reviendrai, à 2,5 km pour larguer Philae. Donc on n'aimerait pas qu'une comète comme Churyumov ait une activité de type Hartley 2. Ça serait extrêmement préoccupant pour les capacités de larguer Philae. Voilà, donc cette image, ça date du 14 juillet, même si, bon, on ne va pas y revenir là-dessus, mais on est mi-juillet. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma fille qui n'est pas passionnée, je lui ai dit, ça c'est un pied de hobbit, tu as vu? Ça ressemble à un pied de hobbit. Et depuis, tout le monde parle de canard, bon alors on va dire que c'est un canard, avec la tête et le corps. Et ça, c'est bon, ça a surpris tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que l'axe de rotation est stable. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce n'était pas du tout gagné d'avance, surtout avec cette forme-là. Parce que si on avait une comète qui tournait avec un axe de rotation qui a une très forte précession, ça aurait beaucoup, beaucoup compliqué nos affaires. Bon, là, c'est un premier modèle 3D qui est sorti. Il n'est pas très beau, je trouve, donc je ne vais pas vous le montrer très longtemps. Virtis a commencé à faire des mesures, a trouvé une valeur moyenne, on était le 23 juillet, de moins 70 degrés. Et le résultat, c'est que ça veut dire que la comète n'est pas recouverte uniformément de glace. Bon, je dirais, on l'a vu assez vite dès qu'on a eu des images à plus haute résolution. Alors quand on force sur les contrastes, eh bien, on voit qu'il y a un début d'activité. Donc là, la partie droite de l'image, il y a manifestement une activité sur cette comète.
Et si on prend, pareil, là on est beaucoup plus près, vous avez la tête et le corps à droite et à gauche, et c'est pile poil au niveau du cou que se situe l'activité. Alors vous allez me dire, c'est là qu'il faut aller, bien sûr. Bon, malheureusement, c'est pas possible. On ne peut pas y aller, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on ne peut pas aller au niveau du cou pour diverses raisons. Alors, au moment où ce type d'image était prise, les télescopes ont regardé, et d'ailleurs le font régulièrement pour étudier l'activité de la comète à distance. La comète est pratiquement invisible, elle n'est pas du tout visible à l'œil nu, hein, c'est une magnitude très très faible. On a enlevé toutes les étoiles parce que, pas de chance, il y a un champ d'étoiles très important ici. Donc il y a une soustraction de 2 images pour avoir ça. Et la coma, c'est-à-dire la partie ronde ici, fait déjà 19 000 km. Ben, on est dedans, puisque nous, on est à moins de 100 km. 19 000. Et l'image date du mois d'août, si je ne me trompe pas. Peut-être même début septembre. Alors, je vous disais que cette couleur blanchâtre au niveau du cou, ce n'est pas un effet de l'image, c'est qu'il y a manifestement quelque chose qui s'apparente, ou alors, en tous les cas, une fraction probablement de glace bien supérieure au niveau du cou par rapport à la tête et au corps de notre canard. Alors voilà un petit peu un long... on résume l'arrivée vers cette comète qui tourne, toujours avec ses 12 heures et 20 minutes de rotation. Et voilà, au fur et à mesure, on se rapproche. Au début, on était vers 100 km, et ensuite, on est descendu vers 60. Alors, la partie inférieure, si je puis dire, du corps a l'air très plat. Malheureusement, il n'est pratiquement pas ensoleillé, donc il est totalement exclu. On ne peut pas se poser dessus, et vous allez voir que les sites ne sont absolument pas sur cette partie-là. Alors après, on a commencé à avoir des images vraiment à couper le souffle, et on voit toujours cette partie blanche très importante. Voilà à quoi ressemble la comète. Elle est belle ou elle n'est pas belle, ça c'est une question d'appréciation. En tous les cas, elle est complètement chahutée. Ces ronds qu'on voit ici ne sont pas du tout forcément des cratères, hein. Personne ne parle de cratère encore, on n'en sait vraiment rien. Est-ce que ça c'est un cratère d'impact ou pas? C'est beaucoup trop prématuré. Néanmoins, il y a des variations morphologiques. Vous verrez une carte tout à l'heure. Les gens d'Osiris ont fait une carte morphologique il y a des zones très différentes. Cette zone est évidemment très différente de celle-là. Le cou est lui-même une accumulation de rochers, puisqu'on est dans un creux de gravité. Les rochers peuvent dévaler cette pente et celle-là. Et donc, on a une accumulation de rochers ici. Voilà. Bon, ça, c'est encore la zone intermédiaire entre la tête et le cou. Alors, cette image est très spectaculaire. Là, on voit bien les rochers qui sont... Cette image est à haute résolution. On peut un peu zoomer dedans avec ces rochers. Alors, là, on est à 2-3 mètres par pixel. Ça veut dire que les cailloux que vous voyez au fond, ils font 10-15 mètres. Hein. C'est des blocs énormes. Philae, je sais pas. On le verrait à peine. Philae fait 1 mètre à peu près. Donc, à cette résolution-là, Philae, c'est moins d'un pixel. Donc, probablement très brillant par rapport à l'albédo, parce qu'il semblerait que l'albédo soit de 4%, ce qui est très faible, mais ce qui est conforme à l'albédo d'une comète. Donc, on a un matériau très sombre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Et toujours ces 2 parties. Alors, la question, vous allez me demander, mais est-ce que ces 2 parties résultent du collage de 2 morceaux dans un schéma tout à fait possible? Notamment Alessandro Morbidelli a beaucoup, et Patrick Michel ont beaucoup fait d'études sur l'aspect Hubble Pi. Ce qu'on appelle le Hubble Pi, c'est le fait qu'il y a des chocs tellement violents au moment de la formation de ces petits corps qu'un choc trop violent casse le petit corps. Alors tout part dans tous les sens, et ensuite ça se réagglomère par blocs. La question, c'est est-ce que là on a une réagglomération de 2 blocs? Ou est-ce que, autre hypothèse, toute cette zone ici aurait explosé? C'est une autre hypothèse. Et à ce moment-là, on a une grosse comète qui a perdu par une grosse explosion lors d'un passage précédent. Je vous rappelle que la période est 6,5 années, donc cette comète elle est déjà passée souvent près du Soleil. Donc est-ce qu'on a eu des effets d'explosion et en fait on avait une grosse comète pleine et on a perdu presque toute la partie centrale. Pour l'instant tout est ouvert.
quand Virtis va pouvoir comparer cette composition à celle-là, si on a des compositions très différentes, on va plutôt se dire que on pourrait être dans un schéma de type Hubble Pi. Mais bon, n'anticipons pas. Pour l'instant, les hypothèses sont tout à fait ouvertes. Voilà, ça c'est une autre image de